Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Vert 2020 sur Média France TV. Auprès de moi, Mohamed Chavouche, fidèle au poste. Nous allons parler, grosso modo, pendant une demi-heure de l'actualité, parce qu'en fait, au niveau de l'actualité, il y a beaucoup de changements actuellement. Tout d'abord, Mohamed, les élections européennes 2019, le président de la République veut faire quelques changements, veut apporter des changements. Alors, d'une part, il a appelé tous les leaders des autres partis politiques pour leur parler. Et puis, que peut apporter ces changements aux minorités? Tout d'abord, bonsoir. Merci Mourad pour cette introduction. J'en profite pour sauter tout de suite sur l'actualité qui est assez dense en cette début de semaine. Comme tu le disais très bien, le président de la République Emmanuel Macron est actuellement en train de consulter l'ensemble des partis politiques, des représentants des partis politiques, de l'ensemble de l'échiquier politique français. Donc ça va des principaux grands partis de notre pays. Qu'est-ce que ça va changer, ou qu'est-ce que prévoit de changer cette consultation? Ils aimeraient bien avoir une seule liste lors des prochaines élections européennes. Alors, comment se passaient les élections européennes jusqu'à présent? C'était la France, le territoire français était découpé en plusieurs grandes régions, et les personnes qui étaient candidates donc se présentaient sur cette grande région. Donc ça pouvait être un handicap pour les formations politiques qui n'étaient pas très bien structurées, qui n'avaient pas une assise globale, générale sur l'ensemble du territoire. Donc ça pouvait leur poser problème. Quelque part, c'est aussi un peu pour aider le mouvement d'Emmanuel Macron, qui est encore en train de se structurer, parce qu'il n'y a pas encore une structure générale, une structure solide sur l'ensemble du territoire. Donc je pense que ça va aussi leur faciliter la tâche lors de ces élections qui sont prévues pour 2019. Donc d'avoir une seule liste commune à l'ensemble du territoire, à l'ensemble du pays. Tu penses que ça sera bénéfique pour les Républiques en marche? Je ne maîtrise encore pas tous les tenants et tous les aboutissants du texte ou du projet, de ce qui va en sortir. Mais moi, je pense que pour nous, je ne discute pas des autres, mais pour nous qui sommes issus des minorités, qui avons, comment dire, envie de participer activement à cette vie démocratique, à ces échéances, et de prendre part pleinement à ces échéances, je pense que ça peut être très bénéfique. Pourquoi? Ça veut dire que une personne qui se présente sur Strasbourg pourra recueillir les votes des différents électeurs qui sont à l'autre bout de la France, et inversement. Donc, nous pouvons constituer une liste nationale. Nous pouvons faire bouger beaucoup de choses. Donc, nous n'avons plus cette crainte de zones blanches, où nous n'étions pas implantés, où nous n'avions pas de membres, de sympathisants, de personnes qui nous connaissaient. Donc, ça peut être très bénéfique. Donc, attendons de voir ce qui va en sortir de ces 2 jours de tractation, d'échange entre les différents présidents de mouvements, de partis politiques et du président. Donc moi je pense que ça peut être très bénéfique. Il faudrait suivre ça de très près et s'engager en 2019 pour ces élections européennes. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Pour les plus de 300 mouvements ou partis politiques que nous avons sur le plan national. Donc ça peut être bénéfique, mais il faudra suivre cette affaire dans les détails. Et quelque part, c'est plus démocratique aussi, dans le sens où ça ne cloisonne pas des partis juste à leur région, à leur territoire. Donc voilà, nous sommes un pays unique. Pourquoi ne pas pouvoir bénéficier des voix des électeurs de l'ensemble du territoire et pas seulement de certaines régions? Je pense aussi que ça peut aussi un peu casser l'envie
de certaines régions. Bon, même si en France nous ne sommes pas confrontés à ce problème comme en Espagne avec la Catalogne, ça peut aussi, comment dire, casser l'envie de certains mouvements régionalistes ou séparatistes qui pouvaient émerger d'ici là. Un autre sujet qui nous concerne, qui est d'actualité, le rapprochement du FN avec LR. Tu peux nous donner un peu plus de détails? Tu penses que c'est réalisable? Alors, oui, c'est réalisable. Lors des élections, il y avait pas mal d'idées qui s'approchaient déjà. Hein. Mais c'est réalisable, oui, bien sûr. D'autant plus que l'électorat actuellement en place est déjà assez poreux, on va dire, entre ces deux formations politiques. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as des personnes qui votent à droite, mais qui n'est plus séduit par le mouvement politique en lui-même actuellement, qui ne s'y retrouve plus, et donc qui va aller donner son bulletin, sa voix au FN. Et inversement, donc, suite au déboire de Marine Le Pen, donc d'autres personnes qui sont déçues du FN vont faire la démarche inverse. Donc la limite n'est pas si tranchée, si visible que ça. Donc entre le FN et les Républicains, il y a toujours eu cette porosité de l'électorat. Et les politiques, comment dire, sont aussi un peu, je dirais, coupables de cette porosité. Pourquoi? Parce qu'ils ont entretenu cette porosité. Quelque part, ça faisait l'affaire de tout le monde de pouvoir faire de l'appel du pied au camp d'en face pour pouvoir récolter un maximum de voix et d'élargir leur rang. Malheureusement, donc, nous n'avons pas cette visibilité pour savoir donc quel est le danger de cet appel de pied. Est-ce que Marine Le Pen et son mouvement qui essaye toujours de faire table rase du passé et d'incarner un nouvel élan, un nouveau mouvement qui serait mieux ancré dans le paysage politique, tout en essayant de le dédiaboliser, voilà, avec des alliances, avec des partis entre guillemets qui sont plus respectables, je dis bien entre guillemets. Est-ce que ça va lui permettre d'avoir une nouvelle impulsion après l'échec qu'elle a subi au présidentiel? Donc moi je pense que oui, cette porosité existe. Il risque d'y avoir des alliances en local, dans des communes, dans des villes de moyenne envergure. Et ces alliances pourront porter préjudice au mouvement Les Républicains. Surtout pendant les présidentielles, le FN, donc surtout Marine Le Pen, a beaucoup influencé les autres partis aussi. Hein, avant les élections, donc pratiquement toutes les partis avaient des discussions, des sujets qui sont abordés, qui sont plutôt sur la ligne de conduite de FN. Donc, d'une part, est-ce que ça peut être bénéfique pour les deux partis ou ça peut être une perte aussi? Parce qu'en fait, il y a des gens chez les Républicains qui veulent rien savoir du Front National ou de Marine Le Pen. Et puis, l'inverse existe aussi. L'inverse existe aussi, mais ce sont les... Même si les ce sont les durs, voilà, ce sont les durs des deux clans qui font opposition. Mais je pense que les appareils politiques ne sont pas si fermés que ça. Après, Marine Le Pen a eu une première expérience avec le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan lors du second tour de la présidentielle. Donc pour elle, c'était un baptême, c'était une première fois que le FN faisait alliance avec un autre parti, avec un autre mouvement politique. Donc ça a été un peu un tremplin, et je pense qu'il y aura des suites, même si à l'échelle nationale, même si sur le plan national et au niveau global, ça sera pas d'actualité, mais en local, nous avons de fortes chances, de fortes probabilités que ces alliances pourront se sceller. Donc reste à nous d'être vigilants,
d'être aux aguets, de surveiller ces alliances, d'une part, et d'autre part, de pouvoir contrer ces alliances, comment en se présentant, en étant actif sur le terrain, en étant présent lors de ces élections et en étant, une nouvelle alternative, une force de proposition et de conviction qui pourrait changer les choses. Les derniers présidents du LR étaient complètement contre FN. Comment est-on arrivé à ce niveau-là pour qu'on puisse parler d'une probable alliance actuellement? Parce que M. Sarkozy était complètement contre, il y en a quelques-uns encore qui étaient complètement contre le FN. Comment aujourd'hui ils peuvent se mettre autour d'une table, ou probablement ils vont se mettre autour d'une table? Mais tu sais, mon cher Moulad, est-ce que c'est une peur qui arrive depuis que le mouvement du président Macron a gagné les élections présidentielles? Non, moi ce que je pense c'est que ce soit Nicolas Sarkozy avec son UMP, ou quand tu vois Valls à l'époque lorsqu'il était Premier ministre ou ministre de l'Intérieur au PS, qu'est-ce qu'il faisait? Il diabolisait ce mouvement politique qui n'est pas interdit, hein, bien sûr. C'est un parti comme les autres. C'est un parti qui a pignon sur rue et qui exerce comme tous les autres partis. Tout le monde le diabolisait. Par contre, ce que faisait Nicolas Sarkozy, ce que faisait Manuel Valls, qui sont tous deux de deux tendances, de deux mouvements radicalement opposés, n'étaient pas vraiment différents des idéaux et des pratiques du FN. Donc, quelque part, comme je te le disais tout à l'heure, cette porosité politique, nos politiques, les politiques de ces grandes formations qui ont dirigé la France depuis ces dernières décennies, l'ont entretenu, l'ont mis en place. Donc quelque part, on peut que leur en vouloir d'avoir créé ce climat et d'avoir contribué à cette situation-là actuelle. Toujours dans l'actualité, Monsieur Christophe Castaner, élu pour La République En Marche. Qu'est-ce que tu en penses? C'était attendu. C'était attendu. C'était c'est le jeu d'une chaise musicale. Ce qui s'est passé, Emmanuel Macron étant au palais, il fallait bien que quelqu'un d'autre le remplace. Et parmi les fidèles de première heure, en fait, c'est Christophe Castaner qui a été choisi. Après, ce qui est rigolo, c'est que les politiques qui veulent donner des leçons de démocratie à d'autres, en fait, oublient que chez eux, ces élections-là ne sont pas toujours aussi démocratiques que l'on pense. Voilà. Donc, il a été désigné par le grand chef, par le chef suprême, pour prendre sa place, et c'est comme ça que ça marche. Après, c'est un choix. C'est un choix. C'est vrai que dans les enquêtes, actuellement, on dit le mouvement du République En Marche n'est un parti politique comme les autres. Oui, c'est un parti politique comme les autres. Après, il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur leur mode de fonctionnement. Est-ce que l'ensemble des élections, des instances dirigeantes du parti vont être faites de façon la plus transparente et la plus démocratique possible, ou ça sera à la Poutine, c'est-à-dire on désigne et hop, on va remplir les cases vides. Dans ce cas, ça serait une énorme perte pour la République En Marche. Il y a déjà eu des désistements. Il y a 150 personnes qui ont quitté le mouvement, et je pense que ça ne sera pas les 150 dernières, il y en aura d'autres. Mais voilà, il faut bien se mettre en tête que c'est un mouvement qui est en train de se peaufiner, de se créer, de se mettre en place. Il y aura des jeux de chaises musicales. Ils y vont à tâtonnant, ils vont essayer des combines de façon de faire, mais là actuellement dans l'esprit de tout un chacun, tout ça ce n'est pas encore clair, donc il faudrait qu'ils mettent tout ça bien en place pour pouvoir prendre part pleinement au débat politique. Après, ce qui peut être amusant, c'est que voilà, vous avez un chef d'État,
le président de la République, qui est issu de ce mouvement. Je pense qu'il doit donner ses consignes ou ce qu'il en pense de ce mouvement. Et un parti, un mouvement qui n'est pas encore structuré. Donc tout est allé tellement vite, à une vitesse grand V, que personne ne pouvait s'attendre il y a 2 ans à une telle situation, quoi. Voilà. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est que une grande majorité des équipes, les Républicains, la République en marche, pardon, ce sont des anciens cadres ou des anciens militants du PS pour la grande majorité, qui lui est vraiment en train de s'effriter, de tomber en 1000 morceaux. C'est le résultat, comment dire, des décennies de politique qui ne répondaient plus à l'attente des Français. En parlant de ce sujet, M. Benoît Hamon s'éloigne encore plus du parti socialiste ou des idées socialistes. Oui. Il va même créer un nouveau mouvement qui s'appelle 1er juillet. Pour l'instant, le mouvement s'appelle le mouvement du 1er juillet. Donc, alors le 1er juillet, le mouvement du 1er juillet, va se composer, comment dire, en assemblée le 2 décembre. Et le 2 décembre, donc, voilà, Benoît Hamon sera officiellement chef de ce mouvement, qui va peut-être changer de nom, c'est pas encore sûr aussi, ou garder ce nom. Mais oui, pour dire, voilà, encore une figure du PS qui était candidat aux élections présidentielles, qui représentait le Parti socialiste, donc qui quitte le navire pour créer son propre mouvement. Donc c'est marrant, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, donc ça fait déjà 2 grandes figures qui quittent le PS d'avant les élections présidentielles, sous l'ère de Hollande. Donc est-ce qu'on va pas purement et simplement mettre les verrous à la porte du Parti PS, socialiste, du qui PS, est en train de vendre pas mal de locaux actuellement, qui est en train qui essaie de vendre son rue Solferino. Mais voilà, tout ça, donc je dirais que c'est l'actualité politique, comment dire, quotidienne. On reste aux aguets, nous allons suivre les événements, mais quelque part, il ne faut pas que ça nous fasse comment dire, oublier qu'il y a des échéances qui approchent. Nous sommes en 2017, 2018 c'est demain, 2019 c'est demain, 2020 c'est aussi demain. Donc tout ça se décide aujourd'hui, comme on peut le voir. Les alliances, la distribution des cartes, les préparatifs, tout ça se fait aujourd'hui. Donc moi ce que je fais, c'est que j'appelle aussi, je lance un appel ici. Nous sommes au mois de novembre, les fêtes de fin d'année approchent, les festivités approchent, mais il y a aussi des dates fatidiques qui approchent. Donc avant le 31 décembre, si vous avez des inscriptions à faire, si vous avez déménagé, si vous n'êtes pas présent sur les listes électorales, vérifiez tout ça pour être en règle, pour pouvoir accomplir votre devoir citoyen en toute légalité, en toute quiétude. Ce message est très important, donc il vaut mieux le répéter. Veuillez surtout partager ce vidéo sur vos pages Facebook. Et puis l'inscription ou la réinscription, s'il y a eu changement d'adresse ou de commune, se fait avant le 31 décembre. Il faut être attentif pour qu'on puisse préparer 2019 et 2020. Avant le 31 décembre pour l'année 2018. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'élection en 2018 prévue. Mais 2019, oui, avec les européennes. Donc 2020 pour les élections municipales, donc qui vont concerner les populations au plus proche de leur vie quotidienne. Hein. Donc voilà. J'ai l'impression que quand on déménage et qu'on n'a pas fait l'acte de suite, on a tendance à oublier. Bien sûr. Et imagine, tu changes de commune et puis au bout de 2-3 ans, il y a les élections, tu oublies complètement. Et tu as donc l'adresse qui était ton ancienne adresse
voilà. Oui, après Donc, il faudra... la vie quotidienne prend le dessus. Hein. Exactement, Donc, ils vont mieux tout de suite faire et vérifier ces formalités avant le 31-12 pour qu'on puisse être au clair sur la situation. Tu avais des statistiques très importantes concernant ce sujet. Donc notre sujet principal est bien sûr toujours le Vert 2020. Oui. Là, on pourra même changer de nom, hein, vu que ça peut être bénéfique pour les petits partis politiques, Oui. les européens. Donc ça peut être Vert 2019. Oui. Donc on peut déjà préparer les deux. Oui. Donc on t'écoute pour les statistiques que tu avais vues. Sur les statistiques, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous avons 39% des personnes sondées qui ne savent pas qui est leur maire, qui ne savent pas quel est la personne qui dirige leur commune. C'est quand même affolant. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point ces personnes-là sont déconnectées de leur environnement. Donc 10% de ces personnes sondées se trompent et il y a que 50%, 51% des personnes qui arrivent à donner le nom exact. Pour moi, c'est quand même affolant parce que alors c'est quoi? Est-ce que ce sont nos maires qui sont pas très présents, qui sont effacés de... Pourtant, leur secteur est bien défini. Hein, c'est pas des secteurs qui sont énormes. Et est-ce que ça reflète un peu le taux de participation? Alors, au municipal. Oui, en fait, au municipal, oui. On est autour de 50-51%, oui, hein, tout à fait, voilà, en moyenne. Donc, au niveau national. Oui, hein. Donc voilà, c'est pour montrer un peu l'intérêt des personnes, de la population à ces Surtout qu'une très grande partie des taxes que nous payons au niveau local, on le paye et puis c'est une personne, donc le maire de la commune, qui va diriger cette économie pour faire des travaux dans cette commune. Hein. Oui, donc pourquoi les gens négligent autant? Alors pour moi, ça va dans les deux sens. Il faut que nous, en tant que citoyens, nous soyons demandeurs, nous soyons acteurs, nous soyons, aussi regardeurs, observateurs de ce que fait notre maire, Est-ce qu'il est en train de nous endetter? Voilà. Si nous ne faisons pas cette démarche, je pense que eux, ils sont contents aussi de ne pas avoir de personnes qui les embêtent. Non, nous devons les embêter, mais gentiment, dans le sens où nous avons le droit et nous avons le devoir de surveiller comment nous sommes à administrer, comment nous sommes, à quelle sauce nous sommes mangés. Donc, et c'est un peu normal, c'est notre devoir civique, citoyen. Donc moi j'invite l'ensemble des personnes qui sont intéressées à participer aux conseils municipaux de leur commune, de leur ville, de prendre part, de suivre le débat public, le débat de leur commune, pour pouvoir, être au courant, mais aussi apporter leur contribution, apporter des solutions à la chose, et peut-être, pourquoi pas, on n'a pas besoin d'être actif. Un élément actif directement dans la politique, mais il faut rester quand même actif. Donc il faut suivre au moins les sites internet de vos communes pour voir ce qu'on fait avec votre argent. Hein. Parce qu'en fait, la plainte qu'on entend souvent, c'est l'augmentation des taxes locaux. Donc si les taxes augmentent, c'est quoi? On est en train de faire des travaux quelque part. Et donc il faudra suivre, est-ce que cet argent est utilisé au bon moment et au bon endroit. Après, tu vois, pareil, pour ces mêmes personnes, tu as pratiquement 40% des personnes qui sont mécontents des services rendus. Donc c'est quand même énorme, 40%. Donc après, ils sont mécontents, mais est-ce qu'il y a une action qui est mise en place? Et je pense que là, on est défaillant dans le sens où juste le fait d'être mécontent, de se plaindre ne suffit pas. Il faut être force de proposition, il faut dire ce qu'on pense, mais apporter des propositions, notre façon de voir les choses. Et moi j'en suis sûr que nous pouvons faire bouger beaucoup de choses comme ça et mener à bien des projets qui pourront être bénéfiques à l'ensemble des citoyens. Les gens qui sont mécontents, est-ce que on a un peu plus de précision au niveau du mécontentement? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'actuellement on a l'habitude de se plaindre sans cesse. Hein. Aussi, est-ce que c'est plutôt dans ce sens ou ce sont des gens qui s'intéressent vraiment
à cette vie politique dans leur commune Non, j'ai pas plus de détails s'ils sont actifs ou pas, mais voilà, donc c'est dans l'ensemble. T'as 40% comment dire, dans l'ensemble qui sont très mécontents. Moi, je pense que c'est les gens qui suivent quand même de loin ou de près s'ils les activités. S'ils donnent un avis, je pense qu'ils ont quand même un petit regard, même s'il est minime. Voilà, donc je pense qu'ils ont quand même donc, est-ce avis. qu'on peut en déduire, ce sont que des suppositions, mais on peut déduire que les 50% qui s'intéressaient ou qui connaissaient, ou 39 ou 40% qui connaissaient le nom de leur maire, ils sont peut-être mécontents aussi. Ah bah c'est fort possible, oui, voilà, c'est fort possible. Au moins une très grande majorité. C'est fort possible. Voilà, donc pour dire, nous devons être actifs, nous devons prendre part pleinement aux décisions qui nous concernent, qui font la vie quotidienne de tous les jours de notre environnement, de nos alentours, de notre quartier, de notre ville, de notre cité. Et c'est que comme ça que nous pouvons faire passer le message que nous voulons. Voilà. C'est le seul moment où notre avis est important pour les gens qui vont nous diriger. Oui. Et donc, avoir 18 ans, attendre quelques années avant de s'y mettre est faux. Donc il vaut mieux se mettre dès le départ, aller voter. Il faut que ça devienne une éducation. Mais tu sais, Moulad, l'éducation à la civilité, au civisme, à l'éducation populaire, ne se fait pas à 18 ans. C'est-à-dire à 18 ans, nous devenons majeurs. Mais être citoyen, c'est longtemps avant. Voilà. Donc, à travers les associations voilà. ou d'autres. Moi, j'en profite aussi pour lancer un appel à l'ensemble des jeunes et des moins jeunes qui sont en âge d'être présents ou de participer à des associations de quartier, à des mouvements populaires, à des organisations comme la COGEP et autres, de se manifester, d'être présents, d'être sur le terrain, d'apporter leur contribution, parce que souvent un regard jeune, un regard dynamique, un regard juvénile peut nous ouvrir une nouvelle vision, un nouveau couloir, mettre le doigt sur d'autres problématiques que nous, les adultes, nous ne voyons peut-être pas forcément, ce qui pourra aussi aider à apporter des solutions pour leurs attentes à eux, à ces jeunes. Donc moi j'en profite de cette antenne pour aussi lancer un appel à ces jeunes-là. N'hésitez pas à vous engager dans des mouvements comme la COGEP qui sont présentes dans l'ensemble des grandes villes, et aussi aux femmes qui veulent s'investir, qui veulent donner de leur temps, de leur passion, de leur connaissance à ces mouvements. C'est très 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 important. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que ce sont des mouvements, comment dire, qui font vivre le milieu associatif, et le milieu associatif est une force de proposition, est un vecteur de proposition, est un vecteur dynamique qui est là pour faire bouger les lignes. Surtout que ces jeunes-là vivent l'actualité avec un énorme pourcentage. Quelqu'un qui a un certain âge, un retraité, ne vit pas complètement dans l'actualité. Il continue à survivre, mais par contre, l'actualité concerne directement les jeunes. Par exemple, l'âge de la retraite est directement concerné par les jeunes que par les gens qui sont déjà retraités. Mais par exemple, tu sais, la loi concernant l'affectation des étudiants par rapport à leurs études. Donc ça, tu vois, c'est une décision politique qui a été prise, qui va toucher directement ces jeunes, mais qui touchent, qui sont impactés, qui subissent les conséquences. Ces jeunes-là, t'avais des milliers de jeunes qui ne trouvaient pas de classe, d'université pour pouvoir suivre leurs cours à la rentrée. Alors ça, c'était quoi? C'était une décision politique qui touchait directement ces personnes-là, cette tranche de la population, mais qui eux, en général, sont absents.
de ces décisions politiques. Moi je dis non, il faut créer les mouvements jeunesse dans les mouvements politiques, même si ce sont des mouvements politiques jeunes. Je donne l'exemple du PEJ, le Parti Égalité et Justice. Moi je lance un appel ici au président du parti, faites en sorte qu'une section jeune soit plus présente, plus dynamique, pour pouvoir encadrer ces jeunes-là. Pourquoi? Parce que c'est une force qui est incontournable, qui est absolument nécessaire au débat politique et au mouvement politique. Alors il y a une petite question, je ne sais pas si tu les as dans tes chiffres. Le pourcentage des citoyens donc, qui connaissent leurs représentants à l'Assemblée Générale. Je pense que ça ne devrait pas tourner très loin, alors, donc ça devrait être... Alors, tu sais, lors du précédent mandat législatif, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui connaissait leurs députés parce que c'était les mêmes qui siégeaient depuis 30 ans. C'est vrai, c'est vrai. Là, il y a eu beaucoup de changements. Donc, Macron est passé par là, il a fait bouger les lignes. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Ça, c'est un autre débat. Je ne m'attarderai pas ce soir là-dessus. Voilà, il y a eu un ménage. Il a été fait. Est-ce que la démocratie va être gagnante là-dedans? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Est-ce que la politique en général en France va en sortir bénéfique? J'ai des doutes aussi là-dessus. Mais voilà. Mais il y a eu du changement. Voilà, ne serait-ce qu'à Strasbourg. Autour de nous, à Strasbourg, nous avions des personnes qu'on voyait depuis 25-30 ans. Voilà, donc qui étaient là. Il n'y avait pas un seul qui faisait le ciel et le beau temps tout au long de l'année, et voilà, qui n'y sont plus. Donc c'est directement lié aux 51% qui s'intéressent pas ou qui connaissent pas leurs dirigeants. C'est lié, oui, mais là, tu vois, mais en fait, ça accentue encore cette méconnaissance, dans le sens où, voilà, il y a un nouveau mouvement qui vient de se lancer, qui fait un hold-up institutionnel à l'Assemblée nationale, donc qui rafle la mise. Et l'ensemble des sièges sont occupés par des personnes qui étaient, comment dire, inconnues du paysage politique local d'où ils viennent il y a 2 ans de ça. Donc quelque part, c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où ils vont prendre des décisions qui ne seront pas en phase avec la réalité du terrain de là où ils viennent. Bien sûr. Merci beaucoup Mohamed Chavouch pour ce soir. Merci à toi, Moulad. Nous avons terminé, nous avons même dépassé les 30 minutes. Donc on va se retrouver, si tout va bien, lundi prochain à la même heure avec mon ami Mohamed Chavouch. Merci à vous tous et à vous toutes et à lundi prochain. Bonne soirée. Bonne soirée, à lundi.